C'est ce qu'on appelle une élue pleine de conviction. Alexandre Delval va prendre la parole maintenant. Alexandre Delval, vous le connaissez évidemment, il est l'auteur de nombreux livres sur l'islamisme et sur la Turquie aussi. Il est diplômé en sciences politiques et il va nous parler cet après-midi de la stratégie de l'intimidation. Comment Erdogan est-il parvenu à prendre le contrôle de l'islam en Europe? Alexandre, pour 15 minutes. Merci, cher Yves, messieurs les ambassadeurs, ministres. Je salue aussi, d'ailleurs, on l'a oublié tout à l'heure, je crois, mon ami Evagoras Mavromatis, chef dirigeant de la communauté chypriote mondiale, co-organisateur, je crois aussi, de cet événement. N'oublions pas que Chypre est l'une des premières victimes actuelles depuis les années 74. Le nom de l'opération s'appelait Attila. Déjà, tout un programme. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un... Il y avait d'ailleurs parmi les instigateurs de cette opération un type qui fait partie du nationalisme de gauche. Donc vous voyez, en Turquie, les pistes sont brouillées, on n'a pas les mêmes critères de gauche-droite. Et là-bas, on peut se dire de gauche patriotique et agir pire que l'extrême droite ici. Donc c'est important de rappeler ce martyr aussi du peuple chypriote. J'ai une pensée aussi pour mes amis arméniens. J'ai bien connu Roland Dink. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand il est mort, d'ailleurs je salue une amie de Roland Dink qui est dans la salle, elle peut se lever si elle veut, elle est très bien connue. Et ce qui m'avait frappé chez Roland Dink, il disait toujours, il ne faut pas être anti-turc, il faut être tolérant, il faut comprendre les Turcs, il faut même comprendre qu'ils ont du mal à accepter le génocide. Il était d'une tolérance énorme, il était pédagogue, il voulait faire comprendre le malheur du génocide, mais sans du tout être dans une position d'intolérance ou de rejet. Et il a été tué malgré il était même critiqué dans la communauté arménienne en France pour être trop gentil, trop porté sur le dialogue, même avec les Turcs les plus nationalistes. Vous voyez comment il a été payé de retour, c'est ça. La Turquie depuis un certain nombre d'années. J'ai aussi une pensée très émue pour les chrétiens de Malatya qui ont été martyrisés, égorgés, toujours par des fous. Il faut le savoir, en Turquie, c'est toujours des fous qui égorgent des gens. Bien qu'ils aient dit agir au nom de la défense de l'islam, on a égorgé des missionnaires protestants à Malatya, quelque temps après le meurtre de Hrant Dink, qui était d'ailleurs lui aussi un protestant arménien. Et j'ai aussi une pensée pour Monseigneur Luigi Padovese, chef de l'Église catholique pour tout le Moyen-Orient. Bien entendu, lui aussi, c'est un fou qui l'a tué par 3 balles dans la tête, comme Hrant Dink. C'est toujours des fous, hein. Mais là aussi, le fou était quand même en train d'agir au nom de la défense de l'islam. Et vous savez pourquoi il y a eu toute cette série de meurtres? On pourrait parler aussi du père Don Santoro, qui a été massacré lui aussi par 2 balles dans la tête. Eh bien, ce climat n'est pas venu par hasard. Moi, je crois au pouvoir des mots. Depuis déjà des mois, le gouvernement AKP, le Parti de la Justice et du Développement, crée des mythes du complot. Il y aurait eu du prosélytisme chrétien, des millions de Bibles diffusées gratuitement, et il y aurait aussi un complot à la fois des protestants évangéliques et du pape qui voulait faire revenir Istanbul à sa chrétienté, Constantinople. Et ça, c'était dans tous les journaux, des partis de droite comme de gauche qui disaient qu'il y avait un danger de rechristianisation de la Turquie. Déjà, c'est très méconnaître le Vatican, qui a surtout pas envie de convertir qui que ce soit depuis plusieurs décennies. Mais voilà, il y avait ce complot du Vatican et des protestants évangéliques qui allaient christianiser la Turquie. Ça a débouché sur des meurtres et aujourd'hui les chrétiens ont peur en Turquie. Et enfin, pour les pensées, je pense qu'il faut aussi rappeler le sort des Alévis. Les Alévis, qui sont une minorité de l'islam hétérodoxe issue du schisme, qui sont qui sont caractérisés par une très 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 grande tolérance et une laïcité, et ils n'ont même pas le droit de pratiquer leur religion librement, et on leur impose l'islam sunnite radical d'Erdogan dans les écoles. Ils n'ont aucun droit, et la Turquie s'est fait passer en 2002, quand elle a été acceptée comme candidat à l'Union européenne, comme le pays qui respectait la diversité, qui était un pays laïque, le pays d'Atatürk, alors qu'en vérité, Erdogan n'a qu'un seul programme depuis le début, et il est cohérent en ce sens, éliminer tout ce que Atatürk a établi. Le nationalisme, le socialisme, le kémalisme, la laïcité, tout ce qui fonde les fameuses flèches du kémalisme a été éliminé progressivement par M. Atatürk. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, il y a eu 3 phases pour répondre. Erdogan, lapsus non révélateur. Il y a eu 3 phases pour répondre à votre question. Premièrement, la phase de l'exil, ou si vous préférez, la hijra à l'envers. La phase ensuite de la subversion, que j'ai appelée dans un de mes livres en 2002, la stratégie du cheval de Troie, et la phase de l'intimidation. Alors la première phase de l'exil, c'est quand même assez extraordinaire. C'est ce que j'avais écrit déjà dans mon premier livre en 1997. Pratiquement tous les mouvements islamistes
sunnites du monde qui ont déstabilisé, défiguré le monde musulman, agressé le monde musulman, ont été financés, ont été entraînés en Europe. Pas uniquement le syndrome afghan, mais M. Nekmettin Erbakan, le maître spirituel, le mentor de M. Erdogan, en 1969, d'ailleurs comme le gendre de Hassan el-Banna, le créateur des Frères musulmans, mon ami Razevi ici présent pour là aussi tout à l'heure, ces deux personnes, un frère musulman canal historique égyptien, l'autre frère musulman turc, persécutés dans leurs pays respectifs, où ils trouvent refuge, dans l'Europe naïve, ou compromise avec l'islamisme, en plus c'est la guerre froide, et c'est en Europe que les frères musulmans, avec Saïd Ramadan, le gendre de Hassan al-Banna, à partir de Genève et de l'Allemagne, et c'est aussi en Allemagne que M. Nekmettin Erbakan crée le Milli Görüş, une association terrifiante dans son programme qui veut rétablir le califat et qui est la branche turque des frères musulmans. Un Milli Görüş, ça ne veut pas dire vision nationale, ça c'est trompé, c'est pour faire croire aux nationalistes que c'est compatible, c'est la vision communautaire religieuse. C'est ça que vraiment on peut traduire le Milli Görüş comme ça n'a rien à voir. L'islamisme, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, et les Syriens malheureusement en savent quelque chose, comme les Égyptiens et comme toutes les nations arabes d'ailleurs, l'islamisme est le pire ennemi du nationalisme. L'islamisme est le pire ennemi même de l'État-nation. Et même l'islamisme chiite de Khomeini, qui était influencé par les frères musulmans, avait pour but de détruire l'esprit national. Ils veulent remplacer la nation par la communauté qui elle-même est un socle pour faire un califat mondial pour les sunnites et une république islamique universelle pour les khoméinistes. Donc cette stratégie de repli était fondamentale parce qu'en même temps qu'ils ont créé le parti politique qui a ensuite pris le pouvoir en Turquie, c'est ça qui est assez marrant, ils trouvent refuge en Europe, ils créent le Milli Görüş, et le Milli Görüş donne naissance à la plupart des grands partis islamistes qui ont commencé à gagner des élections locales et législatives, à avoir déjà des gouvernements à partir des années 90. Monsieur Erdogan a été maire, mais Monsieur Erbakan a été Premier ministre. Déjà dans les années 90, c'est des partis tous issus du Milli Görüş. Donc c'est un parti créé par la diaspora anti-kémaliste persécuté en Turquie, qui se dit persécuté en Turquie, c'est l'Europe qui donne l'accueil à ceux qui vont déstabiliser la Turquie kémaliste. Et à partir de Genève, de l'Allemagne, surtout de Bonn et de Cologne, où est basé le siège des Milli Görüş, eh bien, tous les partis politiques islamistes turcs de gouvernement vont être organisés à partir de l'Europe. Ça, c'est très important. Mais pas que. Même les Kaplanji, toi tu connais bien ça en tant qu'ancien du renseignement, les Kaplanji, les Soleimanji, les Naqshbandi, toutes les grandes confréries radicales islamistes anti-kémalistes nostalgiques de l'Empire ottoman et du califat trouvent un accueil en Europe. Et donc toute cette mouvance islamiste, en même temps qu'elle prépare la reprise du pouvoir à Ankara, eh bien elle encarte, elle embrigade, comme on dit chez nous à Marseille, elle encarte, elle va embrigader un certain nombre de communautés musulmanes à qui on va faire croire que l'intégration est une désintégration, la grande phrase de monsieur Tariq Ramadan, s'intégrer, c'est ce qu'il disait avant, maintenant il dit le contraire, mais s'intégrer, c'est se désintégrer. Si vous vous assimilez, si vous vous intégrez, vous perdez votre islamité. Finalement, l'Occident est contaminant. L'Occident contamine. Donc, toute assimilation, comme a dit Erdogan lui-même, est un crime contre l'humanité. Imaginez la force, la violence du propos. Donc, après la stratégie de l'exil, on arrive à la stratégie du cheval de Troie. Là, c'est très malin. Entre-temps, la Cour européenne des droits de l'homme a interdit, a justifié l'interdiction de mouvements islamistes issus du Milli Görüş. Erdogan a compris qu'il faut un peu se relooker et avec M. Abdullah Gül, il fonde l'AKP qui est une scission du Milli Görüş et de l'ancien parti Refah et il crée un parti beaucoup plus intelligent à la lumière des frères musulmans. On va tout masquer, un peu comme Nahda en Tunisie, Mezri en sait quelque chose. On va faire croire qu'on est pour les droits de l'homme. D'ailleurs, le grand slogan d'Erdogan à l'époque, c'est le premier des droits de l'homme, c'est le droit de la femme à porter le voile, mais aussi à pas le porter. Donc comme ça, on noie le poisson, mais du coup, on fait quand même une publicité pour le voile islamique, puis celle qui le porte pas, on la tolère, mais enfin, c'est quand même pas excellent. Donc, c'est très, très malin. On parle de démocratie et on dit même à l'Europe, prouvez que vous êtes laïque, on prend l'Europe au mot, prouvez que vous êtes laïque, que vous n'êtes pas un club chrétien, et on culpabilise l'Europe pour qu'elle accepte d'ouvrir les négociations alors que la Turquie envahit Chypre et qu'elle ne remplit aucun critère, puisque l'invasion de Chypre, c'est quelque chose qui suspend toute fermeture normalement de l'acquis communautaire, puisque comment vous pouvez faire un dossier sur l'acquis communautaire, sur la pêche, les échanges, si la Turquie ne veut même pas reconnaître, même indirectement, le gouvernement de la République de Chypre, qui est la seule entité reconnue par le droit international. Donc la stratégie du cheval de Troie va consister à berner les Européens, et ce qui est extraordinaire,
Il y a vraiment une convergence. Le 5e paquet de réformes de l'Union européenne, vous savez ce qu'il propose ? Pour que la Turquie devienne vraiment démocratique, il faut mettre fin aux institutions kémalistes. Mettez-vous à la place d'un islamiste. Je suis un islamiste. Depuis des années, je lutte contre les kémalistes laïcs, les militaires. Et l'Europe, elle me dit que l'ennemi en Turquie, ce n'est pas les islamistes, c'est les kémalistes. Le 5e paquet de réformes lié aux critères de convergence et à l'acquis communautaire européen. Et donc, c'est la stratégie que j'avais appelée à l'époque, en 2002. Je me suis fait tirer dessus parce que j'étais le seul à dire qu'Erdogan n'était pas du tout un musulman modéré, mais un véritable islamiste qui agissait par étapes. Eh bien, il a réussi à berner les Européens et d'une naïveté absolument totale, ou compromis, les Européens disent que c'est l'équivalent d'un PPE. Il aurait pu adhérer au LR. D'ailleurs, au Parlement européen, Erdogan a demandé à ce que son parti soit l'équivalent du centre-droit, le Parti populaire. Et donc, il a réussi à berner tout le monde. Et du côté des Américains, il a fait quelque chose de très malin. Il a dit « Laissez-moi mettre en tôle progressivement les kémalistes, parce que finalement, les kémalistes, c'est quoi ? C'est du socialisme. Un socialiste, il peut être un jour être tenté par la Russie, par l'Eurasie. Il y avait d'ailleurs des doctrines eurasiatiques. Et moi, je vais vous aider à occidentaliser la Turquie d'un point de vue business. Et comme les Américains ne comprennent que l'argent, que le langage du business, ça a marché. Les Américains ont empêché, jusqu'à 2016, l'armée turque de faire un coup d'État contre Erdogan. Parce qu'il y a une raison. Si l'armée turque n'a pas fait un coup d'État avant, c'est parce que l'OTAN, comme à l'époque du Shah, on avait empêché le Shah, les Américains ont empêché le Shah de liquider Khomeini, les Américains ont accepté de protéger Erdogan, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte beaucoup trop tard qu'Erdogan avait rempli sa mission de dékémalisation en 2016, quand les Américains, apparemment maintenant c'est pratiquement prouvé, ont aidé à ce coup d'État qui était très mal fait, très mal préparé en 2016, même si Poutine a averti ou pas, en tout cas il était très mal préparé, et donc on est maintenant arrivé dans une situation où on a un véritable ennemi à l'intérieur de l'OTAN, ce qui est assez extraordinaire. Donc, dans cette phase de subversion, Erdogan a commencé à faire en sorte que les structures en Europe qui encadraient l'islam turc, elles étaient deux. Il y avait les islamistes qui ont trouvé refuge en Europe, qui étaient anti-kémalistes, hostiles à la Turquie laïque, mais il y avait aussi les institutions de l'État turc qui, jusqu'à l'arrivée d'Erdogan, c'était le DİTİB, c'est les consulats qui gèrent la religion et les mosquées en Europe pour le compte du ministère de l'Intérieur turc, le Diyanet. Cet islamisme turc d'État, longtemps, avait quand même fait un contrepoids à l'islamisme turc. Mais quand Erdogan prend le pouvoir, toutes les structures de l'islamisme jadis contrôlées par l'État kémaliste, qui ont des réseaux de mosquées encore plus puissants, passent du côté du Millî Görüş et de l'islamisme erdoganiste, ottoman, pro-frères musulmans. Et là, c'est à ce moment-là, donc c'est à peu près 2007-2008, le passage de la Turquie kémaliste à la Turquie néo-ottomane, frères musulmans. Pourquoi c'est 2007-2008 ? Personne ne le dit. C'est pas 2013 ou 2016. Si, c'est 2013 en général, mais ça a commencé bien avant. En 2007-2008, Erdogan fait un coup de génie avec une agence de com, il crée l'idée du complot Ergenekon. Il y aurait un complot fait de journalistes, d'intellectuels et de militaires qui aurait pour but de démanteler le pouvoir de l'AKP, faire un coup d'État. Et il se pose en victime, c'est un grand victimiste, comme tous les prédateurs d'ailleurs, c'est à la fois prédateur et victimiste, et il se pose en victime, et pour empêcher le coup d'État contre sa magnifique personne, lui qui a rétabli la démocratie, eh bien il fait déjà enfermer plein de militaires, y compris des hauts gradés, y compris des anciens chefs d'état-major, qui se retrouvent en prison. Et en même moment, Gül devient président de la République. Pour la première fois, le président de la République turque n'est plus un kémaliste, c'est un islamiste. Le verrou saute vraiment entre 2007 et 2008. Démantèlement définitif du kémalisme. Et là, Erdogan commence à montrer à peu près son visage, et surtout 2013, le parc du Gézi, la fameuse manifestation sur la fameuse place, on en a beaucoup parlé, là, c'est la rupture avec Fethullah Gülen. Et la rupture avec le groupe Fethullah Gülen est très importante, parce que je ne suis pas du tout pro-islamiste, mais il faut quand même reconnaître que Fethullah Gülen, dans la mouvance de l'islamisme, c'est quand même les plus raisonnables, les plus modérés, et les plus pro-occidentaux, et les moins violents, les moins politiques, sont plutôt dans le culturel et le spirituel. Et en se débarrassant de Fethullah Gülen, qui au départ a permis à Erdogan d'arriver au pouvoir, et là il renforce son association avec les frères musulmans, les Ikhwan. Et c'est à ce moment, donc une fois qu'il s'est débarrassé définitivement des goulénistes, entre 2013 et 2017-2018, il montre sa vraie face, et là, c'est là que Qardawi, vous connaissez tous Youssef el-Qardawi, qu'est-ce que dit Qardawi ? Le chef spirituel, juriste, le jurisconsulte préféré des frères musulmans, il dit « Cet homme Erdogan
est le meilleur candidat pour être un jour le calife, pour restituer le califat. Et là, c'est quelque chose... Donc, ce n'est pas les anti-Erdogan qui disent qu'il veut être le calife. C'est officiel. Aujourd'hui, son but, c'est de rétablir le califat. Il l'a dit il y a 2 ans. Il faudra rétablir en 2024 le califat, 100 ans après son abolition. Son programme, c'est même pas du populisme ou du discours anti-turc, c'est officiel. D'ailleurs, c'était Davutoglu, son ancien conseiller, puis ministre, puis Premier ministre, qui avait fondé cette doctrine pan-ottomane, néo-ottomane. Donc cet homme veut rétablir le califat, et à ce titre, bien que n'étant pas un frère musulman au sens hiérarchique, il n'obéit pas à la hiérarchie égyptienne des frères musulmans, mais c'est un frère musulman, puisque être frère musulman, c'est pas uniquement être membre, c'est adhérer au programme califal. Les premiers qui ont parlé du califat sont les frères musulmans. Et donc la 3e phase, c'est l'intimidation. Une fois qu'il a utilisé les valeurs européennes pour se faire accepter comme candidat, il se pose en victime. Et qu'est-ce qu'il dit dans la 3e phase? Intimidation, culpabilisation. L'Europe est quand même un club chrétien, l'Europe est raciste, l'Europe est islamophobe, nous sommes refusés, ça fait 15 ans qu'on attend, parce que l'Europe finalement ne veut pas des Turcs, l'Europe en plus elle est lâche, elle n'ose même pas nous dire qu'elle ne veut pas de nous, elle est islamophobe, et il se montre en même temps comme le protecteur à la fois des Arabes, à la fois des Palestiniens, là c'est très malin, instrumentalisation du discours pro-palestinien, instrumentalisation de l'antisionisme, et d'où l'accueil des dirigeants du Hamas à Istanbul, très malin. En fait, comme les Iraniens, ils s'en foutent totalement des Palestiniens et des Arabes. D'ailleurs, la Turquie n'a même pas rompu son alliance avec Israël, mais c'est rhétorique. On utilise la cause palestinienne pour plaire aux Arabes, mais aussi aux Maghrébins, qui malheureusement parlent souvent plus de la cause palestinienne que de leur propre cause. Quand il y avait la guerre civile en Algérie, les Algériens se mêlaient plus de cause palestinienne que de leur propre cause, et c'est bien dommage. Moi, je les invite à s'intéresser un peu moins aux Palestiniens, un peu plus à leur cause. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. La bonne nouvelle du printemps arabe, c'est que la Palestine n'est plus le seul sujet. Maintenant, les gens commencent à interpeller leurs propres dirigeants, qui sont souvent corrompus et qui sont souvent dictatoriaux. Et donc, j'en reviens à la Turquie, je dois conclure, parce que je vois que tu t'es levé. Alexandre. Je dois conclure. Qu'est-ce qui s'est passé? Erdogan, il s'est permis de traiter Angela Merkel de nazie. Mamie Merkel, qu'on peut traiter de tout, sauf de nazi, fille de protestants pro-communistes qui ont gagné l'Allemagne de l'Est. Il la traite de nazi, mais il sait ce qu'il fait. Alors que lui-même, au Parlement turc, il gagne les élections avec le parti nazi de Alparslan Türkeş, le fameux parti ouvertement pro-nazi, un parti qui est à l'extrême droite de l'extrême droite allemande ou européenne. Donc on a quelqu'un qui manie la subversion, le double discours, comme les frères musulmans. Il s'est manié l'intimidation, il a envoyé un bateau récemment pour faire peur à l'Italie. Malheureusement, mon pays d'origine, l'Italie, a eu peur, elle n'a pas répondu. L'Égypte voulait envoyer un bateau militaire, l'Italie n'a pas réagi. La France a dit on va envoyer une frégate, mais n'empêche que Total et l'ENI se comportent de manière très discrète depuis que la Turquie a menacé. Donc la Turquie menace militairement en envoyant des djihadistes en Libye, en instrumentalisant Al-Qaïda et même Daesh. On a retrouvé Baghdadi dans la zone turque en Syrie. Pas ailleurs, dans la zone protégée par les Turcs. Et il y a 20 000 militants, à peu près, d'Al-Qaïda, enfin combattants d'Al-Qaïda dans l'ouest de la Syrie. Donc menace militaire aussi en Grèce. L'île de Crète est complètement oubliée avec l'accord avec la Libye et la Turquie. Le but, c'est de prendre tout le pétrole et le gaz offshore qui incombe normalement à la Grèce, puisque la Crète fait partie de la Grèce. Bref, agression militaire, menace militaire, accusation, intimidation, culpabilisation, nazification des Européens, racistes, islamophobes. Et du coup, et là je conclue vraiment, c'est la stratégie de la paranoïsation propre à tous les islamistes djihadistes ou de gouvernement. Ils rendent les gens parano, mais c'est malin. Si je vous dis que vous êtes victime d'un bouc émissaire, vous allez vous replier sur vous-même. Si vous êtes tous victimes, si tous les musulmans d'Europe, comme le dit Erdogan, sont victimes d'un crime contre l'humanité, il a dit même que Macron participe à ça en voulant intégrer, c'est faire un crime contre l'humanité. Donc il rend paranoïaque tous ceux qui sont sensibles à son discours, et ils sont sensibles parce qu'ils se portent en protecteurs des Palestiniens, des musulmans, et donc il paranoïse dans le but de forger un repli communautaire, d'où le parti politique, d'où l'entrisme dans le CFCM, le Conseil français du culte du musulman, où la fédération turque est la plus puissante, après avoir d'ailleurs dirigé ce conseil, d'ailleurs c'était même quelqu'un de la famille d'Erdogan, Ahmet Ograz, qui a dirigé le Conseil français du culte musulman. Donc voilà, cette alliance entre frères musulmans et turcs est extrêmement dangereuse, parce qu'elle propose aux musulmans d'Europe de ne pas s'intégrer et de lutter contre la culture du pays. C'est quelque chose d'absolument inouï, un véritable défi, en plus du fait qu'elle menace Chypre, qu'elle menace la Grèce, qu'elle menace 2 membres de l'Union européenne. Et ce qui est scandaleux, et là vraiment j'arrête,
ce qui est scandaleux, c'est que quelle a été la réponse européenne? La meilleure réponse pour Erdogan. Cet homme teste les réactions. C'est un stratège. Il voit qu'il n'y a pas de réaction. Et moins il y aura de réaction, plus il frappera. Moi, je prédis qu'un jour, il attaquera militairement la Grèce. Il faut que la Grèce s'équipe. Il faut que la Grèce ne renonce pas à ses S-300. La Grèce doit s'équiper. La prochaine étape, peut-être dans 1 ou 2 ans, la Turquie attaquera militairement parce qu'elle a vu que ni l'OTAN réagit. Le secrétaire général de l'OTAN a dit c'est une affaire entre eux. Carrément, la victime au même niveau que le bourreau. La Grèce doit se préparer bientôt à une attaque, à une prise des îles de la mer Égée. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, le Parlement turc ne parle que de ça. Les partis kémalistes, de droite, de gauche, à part l'extrême gauche, tous les partis, et pas uniquement l'AKP, disent il faut récupérer les îles de la mer Égée. Rectification des frontières. La Turquie dit ouvertement qu'elle veut continuer à envahir Chypre, qu'elle colonise, et elle veut réclamer toutes les îles de la mer Égée, parce que bien sûr, il y a du gaz et du pétrole. D'autres en parleront mieux que moi. Merci. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Je vous rappelle que